Salam alaikum Mazoul, bonsoir. La Turquie. La Turquie a joué un rôle particulièrement marquant dans l'histoire de l'humanité. Son actuelle capitale fut celle de l'Empire romain d'Orient, le puissant empire byzantin. Constantinople, qui deviendra Stamboul, celle du califat ottoman, la porte sublime. Ce sera le dernier califat musulman et il durera plus de 600 ans. Il régnera sur d'immenses territoires, en Asie, en Europe, dans les Balkans, sur les rives de la mer Noire et en Afrique du Nord. En 1830, la régence d'Alger, qui tenait une partie de l'Algérie, sera boutée hors du pays par la France. Puis viendra le temps d'un inexorable processus de déclin, où l'Empire ottoman porta le nom de l'homme malade de l'Europe. Attaqué de partout, il sera démembré de toutes les nations qu'il occupait. Après la Première Guerre mondiale, il se retrouvera dans le camp des vaincus et paiera lourdement ses mauvais choix et ses mauvaises alliances. Il fut littéralement émietté, démembré. Et ainsi, avec d'autres territoires, il perdit ses provinces arabes. Mais dans le fracas de cet effondrement, de ce vieil empire qui avait connu tant de puissance, tant de gloire, tant de victoires, s'éveilla un sentiment nouveau, celui du nationalisme turc. Les soldats vaincus se regroupèrent autour de Mustafa Kemal dans un ultime sursaut de survie. Le califat fut aboli, le sultan déposé, sa famille chassée du pays, et la première république issue du processus historique musulman naquit. Ce fut la Turquie moderne. Ce fut un furieux désir de s'européaniser, de se défaire du moindre lien avec les musulmans et les arabes. La révolution kémaliste, dans le même temps qu'elle entreprit de moderniser ce qui était resté du vieil empire, s'engagea dans une radicalité qui consista à extirper, à éradiquer le moindre référent à son islamité, à un point de fixation tel où elle s'engagea plus dans un processus d'occidentalisation que de modernisation, en vérité. Des mesures furent prises sans état d'âme. L'interdiction de la polygamie, l'instauration du mariage civil, l'alphabet latin est imposé à la place de l'alphabet arabe, désormais interdit. La disposition qui instaure l'islam comme religion officielle est retirée de la Constitution, abrogée. Et d'autres mesures allant jusqu'à l'interdiction du port du voile et même du fez, Shashi Stamboli, sont imposées à la population souvent par la force. Et c'est peut-être cela, cette violence qui fit peut-être que, malgré le changement radical des mœurs et l'oblitération des traditions islamiques, la vieille mémoire ottomane continua de palpiter sous les cendres du grand autodafé kémaliste. Et c'est ainsi que du cœur de la première république laïque du monde musulman, où l'armée fut consacrée gardienne de la laïcité de la révolution kémaliste, naquit, malgré un environnement particulièrement hostile, voire islamophobe, l'actuelle République turque, dirigée par un gouvernement islamiste. Je sais que je simplifie un peu en présentant les choses de cette façon, aussi lapidaire. Mais pour aller au plus court, et malgré les énergiques dénégations d'Erdogan et de sa formation, l'AKP, malgré la persistance d'un climat militariste opposé à toute réislamisation de la société turque, une très forte majorité du peuple se dit très attachée à l'islam et à sa déclinaison politique moderne. Mais la différence majeure d'avec les autres républiques islamistes qui ont pu émerger, un tant soit peu, qui furent aussi éphémères qu'elles furent aléatoires, et que la Turquie est un pays où se pratique un véritable multipartisme, où la laïcité s'exprime sans complexe et sans formules alambiquées de substitution, où les aspirations démocratiques ne sont pas un vain mot et où le fondement islamiste idéologique
est plus dans l'avènement d'un modèle civilisationnel que chariatique, si je peux dire. Excusez pour le mot. Et l'AKP n'y a d'autre choix que de s'adapter et d'adapter son projet de société à la réalité de la société turque, où les libertés individuelles, les droits de l'homme dans leur acception universelle ne sont pas de vains mots. Encore que la tentation reste forte pour certains de verser dans la purge, dans la violence politique, dans une forme d'autisme majoritaire. Mais le modèle islamiste turc reste malgré tout la bête noire de beaucoup de monde. Non seulement d'un Occident qui voit d'un très mauvais œil cette mutation par trop réussie de l'islamisme politique turc, mais aussi de ces éradicateurs islamophobes et arabophobes qui vivent en terre d'islam, si je peux dire, et qui font feu de tout bois contre l'islamisme sous toutes ses formes, et tout particulièrement celui, turc, qui semble être soluble dans la démocratie. L'islamisme turc, ces démocrates dérangent beaucoup, très fort, ces éradicateurs de chez nous, de nos pays. Ces démocrates qui répètent à l'envi que l'huile et l'eau ne peuvent se mélanger ont donc trouvé le nouveau bouc émissaire, Erdogan et l'AKP. Quand ils ont appris qu'un coup d'État était en train de se produire, ils ont hurlé de joie, littéralement, et leurs cris de victoire ont empli les réseaux sociaux. C'est pas que je vous le dis, vous pouvez aller voir. Et quand le coup d'État a avorté par la volonté du peuple et de l'armée turque, et des intellectuels turcs, et de tous les courants politiques turcs, alors ils ont accusé Erdogan d'avoir lui-même fomenté le coup d'État pour, disent-ils, trouver le prétexte d'une purge massive. Ce n'est pas moi qui vous le dis, vous pouvez aller voir. Nous allons parler de tout ça, mais aussi de ce qui semble être de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives turques, d'une vaste reconfiguration géostratégique. Aujourd'hui, Le Parisien. La Turquie renoue avec la Russie et menace les États-Unis. TV5 Monde. Turquie, quelle nouvelle donne internationale après le putsch manqué? Par Pascal Erard. France TV Info. Russie-Turquie, un rapprochement stratégique. nous allons voir jusqu'où peuvent aller ces éradicateurs dont je vous parlais qui tentent vaille que vaille de donner une image très négative d'Erdogan. Alors, vous allez voir une photo à la suite de la visite d'Erdogan, elle est là, donc vous la voyez. Erdogan sera en Russie et voilà comment il nous le montre, en train de s'incliner devant Poutine au point où il paraît plus petit que lui, alors qu'en haut, Bachar al-Assad est accueilli de façon très digne, il ne baisse pas la tête, il est là, représentant son pays. Alors, donc, regardez bien cette photo d'Erdogan, mais je vous le dis tout de suite, c'est une Photoshop, c'est une photo qui a été trafiquée, parce que nous allons voir la vraie. Regardez. Nous allons voir une vidéo où vous allez voir Poutine en train de recevoir Erdogan. Oui, donc il ne s'est pas incliné comme on l'a vu dans cette photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, partout. Elle a fait un véritable buzz, elle a été reprise. Regardez le... Bon, mais là vous avez vu comment ça se passe et de quelle façon ces gens qui ne sont pas d'accord donc avec l'islamisme turc font feu de tout bois. Nous allons recevoir pour en parler Yahya Mkhriouba, journaliste membre de Rachad, et Brahim Younsi, président de l'UDM, et donc je viens de donner leur nom par ordre alphabétique comme nous faisons tous les jours. Et avec nous donc Brahim Younsi. Brahim Younsi? Oui, je vous entends. Alors, Brahim Younsi, d'abord votre commentaire sur cette photo
qui a fait le buzz, comme on dit dans les réseaux sociaux, où on voit Erdogan s'incliner jusqu'à terre presque devant un Poutine hautain et qu'il reçoit avec morgue et dont il s'est avéré que c'est une Photoshop. Si vous me permettez, je vais d'abord faire une précision. Parce que vous m'avez présenté comme chef de parti. Ah, j'ai dit président de l'UDM. Oui, oui. Oui. Donc, parti. Et ce qui se passe en ce moment en Turquie exige de notre part une prise de position claire et évidemment précise. Autant nous sommes contre et entièrement et totalement contre la tentative de coup d'État du 15 juillet dernier, et nous comprenons que le pouvoir légitime punisse, et le mot n'est pas fort, selon bien entendu la stricte application de la loi turque, les auteurs de cette tentative de coup d'État, autant nous sommes contre toute opération de purge et contre toute campagne politique ou idéologique de type macartiste. J'espère que cela est clair. Sur la fin. Brahim Younsi, avant que vous n'alliez plus loin, que vous nous répondiez à la question, mais c'est une question que je vous pose comme ça, sans a priori. À votre avis, un pouvoir légitime qui a été élu et qui a été l'objet d'un coup d'État dont les acteurs sont répandus dans toute la société, venant et qui est très vraisemblablement, jusqu'à preuve du contraire, coup d'État qui a été organisé par un autre courant islamiste qui a de version plutôt soufie et qui avait même bas sur toutes les institutions, sur l'éducation, sur la culture, sur les journaux, les télévisions, etc. Et donc, après ce coup d'État, vous ne pensez pas que c'est un peu normal quand même que le gouvernement légitime turc essaye de se débarrasser, ou du moins de poursuivre ces gens s'ils sont impliqués dans ce putsch? Je l'ai dit, que les purges, que les auteurs de la tentative du coup d'État devaient être punis selon la loi turque. Mais il ne faut pas qu'il y ait une chasse aux sorcières. Il ne faut pas qu'il y ait ce que nous appelons le macartisme. Et vous savez ce que c'est que le macartisme, c'est le soupçon, c'est l'inquisition. La chasse aux sorcières, comme on dit. Absolument. Et c'est ce que j'ai dit. Je crois que, bien entendu, que ce que l'on appelle les purges en Turquie n'ont rien à voir, n'ont rien de commun aux purges staliniennes de 1936, où l'on a pendu des gens, où l'on a tué des gens. Je ne crois pas que, et cela ne s'est pas passé en Turquie, qu'il y ait eu des morts, que l'on ait tué des gens. S'il y a eu mort, c'est du côté du pouvoir légitime, du gouvernement légitime, du gouvernement Erdogan qu'il y a eu des morts. Ce sont les défenseurs de la République pluraliste, de la République démocratique de Turquie. C'est de ce côté-là qu'il y a eu des morts. Et si vous me permettez, vous avez parlé d'un gouvernement islamiste. Je ne vous corrige pas, mais il s'agit, à proprement parler, d'un gouvernement démocrate musulman, d'un gouvernement islamo-démocrate. Et ce gouvernement islamo-démocrate ou démocrate musulman s'est inspiré et s'inspire de la démocratie chrétienne allemande. Et il est historique. Et la relation entre la Turquie et l'Allemagne, et vous le savez, les téléspectateurs le savent, est historique. Les liens entre l'Allemagne et la Turquie sont très profondes.
Et l'AKP d'Erdogan s'est inspiré, regarde, comme disent certains auteurs, du côté de Konrad Adenauer que du côté de Riyad. Et au sujet de cette photo qui montre un peu l'acharnement. Que cela montre l'indignité, l'indécence de ceux qui l'ont trafiqué. Et pour montrer un Bachar al-Assad dont les Russes protègent le pays, sans les Russes, le régime bassiste syrien serait tombé il y a très longtemps. Brahim, vous avez dit dont les Russes protègent le pays. Vous pensez que les Russes protègent la Syrie ou protègent le régime syrien? Protègent évidemment le régime. Oui. Protègent évidemment le régime. Je voulais dire, les Russes sont, j'ose pas dire occupent, mais les Russes sont très présents en Syrie. Voilà ce que je voulais dire. Mais protègent effectivement le régime syrien qui est toujours là. Je reviendrai à vous, Brahim Younsi, pour essayer de parler de ce problème très complexe d'une Turquie qui tente d'aller vers la Russie, de changer sa profondeur stratégique, avec une Russie qui, justement, est très impliquée dans la crise syrienne, dans la tragédie syrienne plutôt. Et nous parlerons aussi de cette notion de démocratie musulmane dont vous venez de parler, qui soulève une vague d'indignation à chaque fois qu'elle est prononcée, alors que la notion de démocratie chrétienne est complètement acceptée sans aucun problème. Je reviendrai à vous, Brahim Younsi. Yahya Bkhioba, merci d'être avec nous. Merci à vous, M. Besnov. Merci. Alors d'abord, Yahya, donc cette histoire de photo qui est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux et dont on a découvert que c'est une photo trafiquée. L'histoire de la photo qui a fait le buzz aujourd'hui, on la retrouve essentiellement dans des sites internet ou dans des pages Facebook de celles qui supportent le régime syrien, le régime de Bachar al-Assad, et qui sont plutôt proches du régime iranien. Vous retrouverez cette photo reprise par certains laïcards arabes mal à accepter démocratique, musulmans, qui réussissent politiquement, qui réussissent surtout économiquement. Donc, vous remarquez cette photo a fait... On ne vous entend pas très bien, Yahya Bkhioba, il semble qu'il y ait des coupures. Là, vous m'entendez mieux? Mieux, oui. Essayez de vous rapprocher du téléphone. Bien sûr. Alors là, vous remarquerez qu'il y a une certaine jonction entre les laïcards arabes et le régime de Téhéran pour fustiger tout ce qui est modèle démocratique musulman, entre parenthèses, sunnite. Donc, vous avez remarqué il y a 2 semaines que les États-Unis ont avoué avoir envoyé 400 millions de dollars en espèces dans un avion à Téhéran pour compensation, pour on sait quel service. Donc, on retrouve un certain rapprochement Occident-Iran autour de la zone Moyen-Orient, et l'Iran qui était il y a 2 ans comme étant le parrain ciel de l'acte, ou le parrain officiel. Yahya, il y a un souci au téléphone, il y a des coupures, je reviens à vous dans un moment. On va voir avec le soutien technique qui va essayer d'arranger ça. Et je reviens à Brahim Younsi. Brahim Younsi, d'abord, cette histoire de démocratie musulmane dont vous venez de parler, comparée à la démocratie chrétienne qui ne fait pas de vagues. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je pense, parce que je mérite. D'ailleurs, je rappelle que votre parti, c'est l'UDM, Union démocratique musulmane, c'est bien ça? L'Union des démocrates. Des démocrates musulmans, d'accord. Des attitudes qui se retrouvent sur ce concept de démocratie musulmane ou de démocrate musulman, qui est effectivement, sur le plan, bien entendu, de l'histoire, un concept difficile à définir lorsqu'il s'agit de l'islam. Nous y travaillons. Et c'est extrêmement difficile de le traduire.
je voulais parler tout à l'heure de ce qui était l'Empire ottoman. Vous en avez dressé une histoire, bien entendu de façon parfaitement logique, assez brève et sommaire. Mais l'Empire ottoman, et c'est ce qui fait que l'AKP, la victoire de l'AKP, un gouvernement démocrate musulman en Turquie, qui réussit, et vous l'avez dit, et qui réussit notamment sur le plan économique et social, à réveiller l'imaginaire ou les imaginaires névrotiques ou les fantasmes névrotiques de l'Occident qui se rappellent de la prise de Constantinople. Voilà pourquoi on veut arrêter cette avancée de la Turquie qui avance vers une démocratie, et une démocratie dans un pays où 99% de la population est musulmane. Ce que je veux dire, c'est que lorsque Constantinople a été prise par l'Empire en 1453 par Mohammed II, el-Fatih, il s'appelait el-Fatih parce qu'on l'appelait le conquérant, qu'a fait le sultan Mohammed II? Il a immédiatement associé l'archevêque grec orthodoxe au pouvoir. Il a associé au pouvoir également le patriarche arménien. Et il a associé le grand rabbin juif au pouvoir. Et cette intégration des communautés grecques orthodoxes, arméniennes, juives, etc., a donné un système. Qui est resté néanmoins sous le statut de la démitude. Oui, mais avec la démitude qui leur donnait la protection, la démitude qui leur donnait des pouvoirs sur leur communauté. Parce qu'il y avait, je vais y venir, Mohammed II avait créé un système qui est resté vivant et vivace jusqu'à la chute ou au démembrement de l'Empire ottoman, après la Première Guerre mondiale, qui s'appelait le système des millets, c'est-à-dire le système des communautés. Chaque communauté se gouvernait elle-même par son propre droit religieux et sous l'autorité, évidemment, du sultan musulman. Mais le maître mot de cet ensemble et de ce système des communautés ou des millets avait un maître mot. C'était celui de tolérance et de respect du droit de chacun et du droit religieux. Évidemment, aujourd'hui, sous l'autorité de l'AKP, Erdogan, il ne me semble pas qu'il soit Mohammed II pour conquérir ou reconquérir les espaces qui avaient appartenu à l'Empire ottoman. Parce que c'est ça qui a soulevé ou réveillé les fantasmes de ce côté-ci, le retour de l'Empire ottoman. L'AKP est confrontée aujourd'hui et elle le met en place, et on l'a vu dernièrement lors de ce grand rassemblement organisé par le gouvernement, par l'AKP, la présence de toutes les autorités, ou quasiment toutes les autorités religieuses du pays. Et nous avions vu aussi le rassemblement de quasiment l'ensemble des partis politiques du pays, y compris les communistes. Donc, dans l'AKP, il y a, après des décennies de dictature militaire dont on ne parle plus, quand on lit les pétitionnaires, et certains pétitionnaires parlaient, exigeaient le sauvetage de la démocratie en Turquie.
il ne me semble pas que le pouvoir militaire turc était démocrate. C'est déjà un point. Alors que la démocratie, avec la conception également musulmane de ce pays, et je rappelle que 99% des Turcs sont musulmans, est en chantier encore, est en construction, à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique. Mais Brahim Younsi, juste cela, donc le gouvernement actuel a un problème, a à résoudre la question de la citoyenneté. Donc il est en train d'y travailler et tout le monde dans ce pays travaille à la question de la citoyenneté. Brahim Younsi, seulement je vous demanderai d'aller un peu au plus court parce qu'il y a tellement de sujets à débattre que nous risquons de nous enliser dans ces sujets qui ne sont pas moins intéressants mais qui sont très complexes. Mais je voulais savoir, la démocratie musulmane à la turque, plutôt que de l'appeler l'islamisme turc, la démocratie à la musulmane turque, il faut dire qu'elle est un peu, quelque part, aux antipodes du salafisme tel qu'il est décliné un peu bon, je ne vais pas dire, dans le programme, dans les projets de sociétés islamistes, la Turquie, elle est vraiment différente, puisque nous sommes en train de voir des images qui sont en train de défiler. La Turquie est un pays très occidentalisé, où les habitudes vestimentaires sont très occidentales pour la plupart des gens, sauf dans les régions rurales, où il n'est pas interdit de consommer de l'alcool, où nul ne peut imposer à l'autre de quelle façon il doit vivre s'il... Je veux dire que c'est très différent hein, du salafisme tel que décliné en ce moment. Tout à fait. D'ailleurs, l'AKP et le président de la République turque actuelle, Erdogan, a fait le serment de protéger la laïcité et de travailler dans le cadre d'une laïcité. Et de protéger les lois turques, issues de ce qu'on appelle le droit positif. Mais néanmoins, il y a aussi un code personnel, un statut personnel que revendique la majorité de la population turque. Et ce droit et ce statut personnel ou ce droit personnel ne s'appliquerait pas à l'ensemble de la population. Cela est évident. Et c'est cela où la démocratie musulmane, si on peut la définir de cette façon-là, et c'est ce que nous pensons nous-mêmes, tient compte à la fois de la contemporanéité, tient compte aussi de ce concept nouveau qui a intégré par la colonisation les États qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire la question de l'État national. Définir un État national, comment le définit-on? Quels sont les critères de la nation? Comment constitue-t-on une nation? Et quelles sont les composantes qui la fondent? Or, aussi bien chez nous que dans un certain nombre de pays, et notamment celui où je me trouve, c'est-à-dire la France, la nation n'est pas définie de la même manière, et même si cela s'est transformé, a changé, que la définissaient par exemple les Germains, les Allemands, à savoir que la nation, c'est une langue, c'est une religion et bien entendu un territoire, et notamment une langue et une religion. Restez avec nous, Brahim Younsi. Nous revenons à Yahya Mkhiouba en espérant que le problème a été réglé. Yahya Mkhiouba, vous êtes avec nous? Vous m'entendez? Là, on vous entend très bien, oui. Ah, très bien. Alors, je vous laisse d'abord poursuivre ce que vous disiez avant de vous poser une autre question. Vous disiez qu'il y a une jonction entre les laïcars du monde arabe et le régime iranien et ses alliés contre tout modèle musulman, entre parenthèses, sunnite, démocratique qui réussissent. On a vu le coup d'État en Égypte et ses premiers soutiens, c'était le
le régime de Damas qui s'est félicité du coup d'État militaire et le régime iranien qui s'est même clairement félicité. Et Vous là, m'entendez, Yahya? Yahya? Très bien, oui. Ah, très bien. Juste, je voulais vous interrompre pour un mot que je trouve très, très péjoratif que vous avez utilisé à plusieurs reprises. Pourquoi vous dites laïcar? Pourquoi vous ne dites pas laïque? Pourquoi vous dites laïcar? Alors, je vais vous expliquer. Pourquoi je dis laïcar et pas laïque? Parce que on a des journalistes, des intellectuels, notamment algériens, qui font semblant de pleurer l'époque kémaliste en Turquie. Mais ce bon monde-là n'a jamais étudié la laïcité turque, qui est contraire, le modèle contraire de la laïcité française. Alors, il faut savoir que les cadres actuels de l'AKP en Turquie, c'est les élèves, c'est les diplômés universitaires des écoles publiques d'État financées par la République laïque turque. C'est des écoles musulmanes, c'est-à-dire que la laïcité d'Atatürk a été dans un sens moderniste sur le plan culturel et économique, mais Atatürk, même si il a attaqué certains signes de la religion musulmane, mais il a instauré un système éducatif musulman qui ouvre le droit à la fonction publique en Turquie, totalement financé par l'État turc. C'est-à-dire que pour un Turc, durant les années 60, les années 50, les années 70 à 80, pour devenir haut fonctionnaire, il fallait sortir de ces écoles, ce qu'on appelle les écoles coraniques. Mais pas du tout le modèle coranique qu'on a en Algérie. C'est des écoles musulmanes qui enseignent la charia, qui enseignent l'arabe et qui enseignent les autres matières. Et ces écoles-là qui ouvrent le droit à la fonction publique turque. Donc, si vous faites un petit peu le CV d'Erdogan et des cadres actuels de l'AKP, ils sont tous ou presque issus de ces écoles financées par l'État turc. Et c'est une mesure qui a été introduite par Mustafa Kemal Atatürk. Donc, même quand on parle de la laïcité turque, monsieur vous m'étonnez un peu, vous m'étonnez, mais ça n'engage que vous. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'un tel système installé par Mustafa Kemal lui-même. Monsieur Benchino, parce que je faisais un master il y a 3 ans de ça à l'université de Paris 8 et je devais faire un dossier sur la Turquie et le professeur qui était mon prof à Paris 8, c'était un Français d'origine turque. C'est lui qui m'a encouragé à travailler sur le système, l'histoire de la laïcité turque. Quand j'ai commencé un petit peu à chercher dans les bibliothèques, j'ai été choqué de trouver cette mesure. J'ai été un petit peu me renseigner auprès de mon professeur turc, qui connaît mieux la Turquie que moi, et il m'a bien confirmé cette mesure. Donc, c'est pour vous dire que même la laïcité de Mustafa Kemal Atatürk n'est pas du tout la laïcité française. D'ailleurs, même quand on parle de démocratie occidentale, l'Allemagne, c'est pas une laïcité, l'Angleterre, c'est pas une laïcité, les États-Unis ne sont pas un pays laïque. Donc, il y a un modèle français qui a réussi en France. C'est pas certain, ce n'est pas automatique qu'il réussisse en Turquie, quand bien même en Algérie. Donc, quand je parle de laïcar, c'est des gens qui pleurnichent un système politique purement français qui n'est pas du tout l'émanation culturelle de nos pays arabo-musulmans. Donc, quand ça ne ressemble pas à la France... Et quelle est la différence, selon vous, en peu de mots, entre la laïcité à la française et la laïcité à la turque, de façon concise, pour que nous puissions comprendre? La laïcité à la française, et ça c'est un petit peu une critique que j'apporte, c'est que ces 10 dernières années, le système laïque français est devenu un système anti-religieux ou anti-croyant. Là, c'est la déviation de c'est la déviation, mais la laïcité en tant que telle en France, c'est la séparation du religieux et du politique. Absolument. Et c'est ce qui a été fait en Turquie par Mustafa Kemal Atatürk et ce qui continue à exister aujourd'hui en Turquie. Par contre, toucher à la croyance des gens ou accuser tout ce qui est religieux ou tout ce qui est croyant, ce n'est pas le but des Turcs. Et aujourd'hui, on retrouve en France une certaine laïcité anti-croyance religieuse qui n'est pas voulue en Turquie, qui n'est pas voulue dans nos pays arabes. Donc pourquoi vouloir chercher à instaurer un système politique qui est purement français, qui est peut-être valable pour la France, dans un pays comme la Turquie ou dans un pays comme l'Algérie? C'est pour ça que je vous parlais de laïka.
Yahya Mkhioba, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelque chose d'assez complexe? Comment expliquez-vous que la plupart des salafistes dans le monde, y compris les plus extrêmes, soutiennent vraiment de façon très enthousiaste les islamistes de l'AKP, alors qu'ils savent qu'ils se sont adaptés à la démocratie à l'occidentale, à une certaine façon de vivre, de respecter les modes de vie des autres, les habitudes vestimentaires, comment expliquez-vous que eux, ces mouvements qui sont tellement exigeants, tellement fanatiques pour ce qui concerne leur propre pays, leur propre société, soient aussi tolérants vis-à-vis d'une AKP qui a vraiment une grosse marge, une grosse latitude de liberté pour les gens? Alors, il est tout à fait normal que quand des êtres humains ne réussissent pas chez eux un projet politique, et quand ils voient qu'un projet politique ailleurs qui ressemble au leur et qui réussit, c'est normal qu'ils le regardent avec admiration. Par contre, quand vous parlez de salafisme, c'est pas tous les salafistes qui applaudissent Erdogan, hein. Moi, j'ai vu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des salafistes applaudir le coup d'État. Vous verrez les salafistes militaristes égyptiens, c'était les premiers à avoir applaudi la tentative de coup d'État en Turquie. Ils ont même, à minuit, ils ont dit que Erdogan avait demandé l'asile en Allemagne. Donc, mais là, personne n'en parle de ces gens-là. Eux, ce sont vraiment une autre planète, hein. Le salafisme est traversé par plusieurs courants. Vous avez le berceau du salafisme, l'Arabie Saoudite, avant la prise de pouvoir de l'actuel roi. Le salafisme saoudien officiel dirigé par le feu roi Abdallah était un salafisme anti-frères musulmans et anti-Erdogan. Ça, il ne faut pas l'oublier. Après, il y a eu un changement de pouvoir en Arabie Saoudite qui a fait que le nouveau roi a compris qu'il lui fallait tisser de nouveaux liens stratégiques avec la Turquie, parce qu'ils se sentent isolés dans la région du Moyen-Orient face au péril iranien. L'Iran, qui était considéré comme je disais tout à l'heure, le fournisseur ou le parrain du terrorisme international, qui devient l'allié stratégique des États-Unis aujourd'hui. Donc le salafisme officiel saoudien n'a pas le choix que de tisser des liens stratégiques avec la Turquie qui lui reste aujourd'hui le seul allié fiable dans la région. Donc, vous me donnez l'occasion de passer au sujet suivant, et je vais poser la question à Brahim Younsi avant de revenir vers vous, Yahya. Brahim Younsi, comment expliquez-vous cette nouvelle vision, ces nouvelles perspectives qui semblent se dessiner en Turquie, une Turquie qui semble ne plus vouloir parler de l'Europe, puisqu'on lui a fait suffisamment comprendre qu'elle ne peut pas rentrer en Europe, en fait, hein, puisque sinon, la Turquie deviendrait le premier pays européen et le pays européen le plus peuplé et le plus peuplé de musulmans. Donc c'est complètement inimaginable que l'Europe puisse un jour devenir européenne. Mais on sent qu'il y a comme un désir de recomposition, de reconfiguration d'une Turquie qui se tourne peut-être vers la Russie, qui tourne le dos aux États-Unis, qui sait peut-être demain à l'OTAN. Qu'est-ce que vous en pensez? Deux choses, parce que moi j'ai toujours des préalables à faire. Deux choses. Les États-Unis sont laïcs. La laïcité américaine est constitutionnelle. D'autre part, on parle de salafisme alors que pour moi, le salafisme, c'est le réformisme ou la tentative au XIXe siècle de la réforme, de cette salafia qui était en même temps un islahisme. C'était la doctrine. Changé, Brahim Younsi, le salafisme de Mohamed Abdou n'a plus rien à voir avec le salafisme wahhabite. Oui, mais c'est le concept Sciences Po. Le salafisme d'aujourd'hui, c'est le concept Sciences Po. Mais peu importe, ce que je veux dire, c'est que la salafia, le salafisme, chez nous, celui des ulémas, était accompagné de la réforme. Et c'est cela qu'il faut. On a déformé ce côté. Aujourd'hui, quand on parle de salafisme, on vise le wahhabisme. Et c'est autre chose. Et vous savez que la confrontation qu'il y a eu entre la réforme, entre le réformisme musulman et le wahhabisme.
ceci étant dit, pour parler de cette réconciliation ou de cette nouvelle approche, de cette nouvelle donne géopolitique ou géostratégique qui est à l'œuvre en ce moment avec le voyage de Erdogan à Saint-Pétersbourg, la rencontre Poutine-Erdogan. Il faut savoir que les relations entre la Russie et la Turquie ou l'Empire ottoman, pour revenir à l'Empire ottoman, a toujours été mauvaise. Il y a toujours eu dans l'histoire de très mauvaises relations entre l'Empire russe et l'Empire ottoman. Les Russes et la Turquie ou l'Empire ottoman se sont fait la guerre au moins une dizaine de fois. Au moins. Excusez-moi de vous interrompre. En fait, pour parler simplement, c'était deux colonialismes. Le colonialisme ottoman et qui chassait sur les mêmes brisées, sur les mêmes espaces géographiques, en fait. Oui, mais je ne sais pas s'il faut dire colonialisme, mais en tout cas, c'est deux expansionnismes. Parce que pour comprendre, notamment au XIXe siècle, et c'est là où on revient au salafisme tel qu'il se présentait à ce moment-là, comme un réformisme, c'est qu'il y avait plusieurs courants qui se combattaient, qui s'imposaient. Bon, bien sûr, il y avait ce qu'on appelait le panislamisme, qui vient de cette salafia réformiste, le panislamisme. Et vous aviez le panarabisme, qui était à la fois laïque et qui venait essentiellement de conception de la société par beaucoup de chrétiens, le panarabisme. Et vous aviez le pantouranisme ou le panturquisme, et c'est là où la Turquie jouait un rôle important, et le panislamisme l'a menacé. Et vous aviez le panslavisme, les Slaves qui voulaient la survie, qui voulaient étendre et redevenir la puissance qu'elle était, parce que les Russes n'avaient plus joué de rôle international, notamment au XIXe siècle. Donc les guerres entre l'Empire ottoman et la Russie étaient très nombreuses. Et je rappelle juste, Brahim Younsi, au passage, que Constantinople l'Empire byzantin, c'était plutôt le christianisme orthodoxe. Et donc le panaslavisme, les Slaves qui sont orthodoxes, avaient en face l'Empire ottoman qui était musulman. Et les deux empires, si je peux dire, étaient prosélytes, l'un et l'autre. Tout à fait, tout à fait, d'autant que avec l'expansion territoriale et religieuse de l'Empire ottoman, il s'est trouvé que la Russie et l'Empire ottoman étaient devenus voisins. Oui. Et dans les Balkans, notamment, oui, autour de la mer Noire. Oui, ouais. Oui, et notamment voisins avec la prise de l'Ukraine, par la conquête de l'Ukraine par les Russes. Et d'ailleurs, l'Empire tsariste, l'Empire russe, a remporté plusieurs guerres contre l'Empire. Et il y a un traité, c'est la raison pour laquelle la mer Noire est devenue une mer russe, si j'ose dire, alors qu'elle était entre les mains de l'Empire ottoman. En 1774, si j'ai bonne mémoire, il y a un traité russo-turc ou russo-ottoman, le traité de Küçükçaylarca de 1774, qui permettait ou qui consacrait l'annexion de la mer Noire par la Russie. Oui, mais maintenant, Brahim Younsi, maintenant, est-ce que nous allons aller vers des perspectives de retrouvailles, si je peux utiliser ce terme? La situation aujourd'hui au Moyen-Orient, et singulièrement dans cet espace, pousse effectivement à une alliance stratégique
qui était en voie de se faire avant que le conflit ou la guerre en Syrie n'éclate. Les liens qui existaient entre la Syrie, il y avait un axe qui se mettait en place entre Ankara, Damas et Téhéran à un moment donné. Bien sûr, la guerre et le conflit syrien a fait que cet axe-là, cette alliance-là éclate. Et l'intervention de la Russie, qui a toujours un adversaire ou un ennemi traditionnel de la Turquie, à redéployer les donnes dans cette région. Aujourd'hui, le fait que, et vous l'avez dit, la Turquie, ni dans l'Europe, ni hors de l'Europe, alors que la Turquie ne cesse de demander son intégration à l'Europe. Et on sait que les États-Unis ont joué un rôle aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, même si la porte-parole de la Maison-Blanche hier après la rencontre entre Poutine et Erdogan, avait affirmé et dit que les relations entre les États-Unis et la Turquie étaient des relations d'États indépendants. Je vais interrompre là, Brahim Younsi, pour revenir à Yahya Mkhioba, qui s'est pas suffisamment exprimé. Yahya Mkhioba, pour rester dans le même thème, ce rapprochement possible, ce rapprochement vraisemblable en tout cas, de la Turquie avec la Russie, qu'est-ce que ça vous inspire, surtout par rapport à la crise, à la tragédie syrienne? Ce rapprochement, déjà, il était sur le point de s'opérer, comme a dit M. Younsi, avant l'éclatement du conflit en Syrie. Même après l'éclatement, après la deuxième année, on se souvient tous de la visite du président Poutine à Ankara pour signer la construction du gazoduc qui devait alimenter l'Europe en gaz russe via la Turquie et la mer Noire, ce que les États-Unis ont empêché de faire en Ukraine et en Afghanistan. Ils ont trouvé un chemin, c'était le chemin le plus court et le moins cher, c'était le chemin de la Turquie. Donc c'est pour vous dire que dans les relations internationales, il y a toujours les intérêts qui priment. Et on a vu l'image d'hier, Erdogan à Moscou. Donc il y a des intérêts russes. Il faut savoir que le premier client pour le tourisme turc, c'est les Russes, c'est 9 milliards de dollars de masse touristique russophone en Turquie chaque année. Le premier client, et la Turquie est le premier fournisseur de la Russie en légumes et fruits. Donc c'est des liens commerciaux énormes et la rupture aurait porté atteinte à l'économie russe aussi bien qu'à l'économie turque, surtout que les Russes sont sous embargo européen depuis quelques mois. Donc les deux parties avaient intérêt à se retrouver autour d'une table et négocier un retour normal à leur relation. Maintenant, mon espoir, c'est que ce retour ait des conséquences positives pour la population syrienne et qu'il puisse un petit peu permettre de trouver une solution politique viable pour la Syrie et puis pour une transition démocratique. Maintenant, après, ça, c'est mon souhait. Alors, il faut attendre l'avenir, dans l'avenir proche, qu'est-ce que ça va donner. Mais je pense que Erdogan n'avait pas intérêt de se mettre les Russes à dos, et les Russes n'avaient pas intérêt aussi de couper les liens avec la Turquie, surtout après l'embargo européen. Yahya, mais au-delà de cette vision économique, j'allais dire à court terme, du tout de suite, est-ce qu'il n'y aurait pas des perspectives plus lointaines d'une recomposition géostratégique derrière cette visite, ou est-ce juste une tentative de replâtrer quelques petites histoires? Je pense que les Turcs, que ce soit Erdogan ou même l'opposition laïque, ont bien compris qu'après la tentative de coup d'État, ils ont très bien compris que la source politique et financière de la tentative de coup d'État. Donc ils ont compris que l'Occident et l'Europe leur a tourné le dos. Donc ils ont décidé de tourner le dos à l'Europe. Ce qui est normal, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, depuis 20 ans, ils demandent l'adhésion de l'Europe, de la Turquie plutôt à l'Union européenne, et tout le monde fait fi de ne pas écouter ou de ne pas répondre positivement aux demandes turques.
Je regrette le président Chirac qui a compris il y a 10 ans ou 15 ans de cela que la Turquie était une chance pour l'Europe, une chance pour la croissance économique, et une chance pour une intégration politique et une chance pour le dialogue occidentalo-musulman. Oui, mais malheureusement, est-ce que ça vous semble acceptable demain l'Europe qui est de plus en plus dans une sorte de, j'allais dire, identitaire. L'Europe est en train de devenir identitaire. D'ailleurs, les gens parlent toujours de civilisation judéo-chrétienne. Est-ce que vous pensez qu'ils accepteraient un pays qui deviendrait le premier pays musulman européen et qui serait le plus grand pays musulman d'Europe Mais c'est là toute la contradiction de la Constitution européenne. Vous avez des identités nationales fortes qu'on a essayé de faire disparaître au profit d'une Union européenne politique fictive qui n'existe toujours pas. La preuve en est que l'Angleterre vient d'en sortir. Donc ça, c'est toute la contradiction des Européens. Et là, je pense que ce n'est pas le problème des Turcs. Maintenant, si les Européens disent qu'ils sont démocrates et qu'ils sont laïcs, la laïcité, à la base, si on parle de laïcité française, la décision de la séparation de l'Église et de l'État, c'était pour permettre aux minorités religieuses, et notamment la minorité protestante, de vivre en paix et de ne pas souffrir des foudres de la majorité catholique en France. Donc, si on se proclame laïque, c'est vivre dans un espace politique et économique qui permettrait à toutes les sensibilités religieuses ou pas de vivre sous des règles bien définies. Maintenant, ça, c'est toute la contradiction européenne qui est en face de cette problématique turque. Mais en termes de contradiction, je pense que l'Europe n'est pas à sa première et à sa seule contradiction. Ils ont des contradictions partout. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'était la sortie de l'Angleterre. On est le meilleur exemple. Maintenant, les Turcs, je vous dis, ils ont compris que l'Europe leur a définitivement tourné le dos. Il est tout à fait normal que les Turcs pensent à retrouver leur profondeur stratégique, qui est l'Eurasie. Et il est normal le premier pays avec lequel il faut tisser des relations, c'est la Russie, au-delà de tous les différents politiques qu'ils ont pu avoir par le passé proche. C'est normal. Vous avez un gouvernement légitime qui pense et qui réfléchit aux intérêts de la Turquie. Ce qui n'est pas le cas. Dernière question, je vous demanderai de répondre rapidement parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Pourquoi les autres mouvements islamistes à travers le monde, notamment dans notre région, ne parviennent-ils pas, comme l'État turc, comme le gouvernement turc, à décomplexer cette notion de laïcité? Pourquoi en Turquie le mot laïcité n'est pas un blasphème, n'est pas un sacrilège, qu'il est un mode d'emploi en quelque sorte, et que dans nos contrées à nous, la laïcité, c'est un blasphème, hein, c'est un véritable blasphème. Je verrai deux raisons principales. C'est que nos pays arabes ont connu une colonisation très forte et qui a détruit tous nos concepts intellectuels, qu'ils soient de courant islamiste ou pas, ce qui n'est pas le cas des Turcs. Il faut savoir que durant le dernier siècle, la Turquie n'a connu aucune colonisation, c'est tant mieux pour les Turcs. La deuxième des choses, c'est que nos régimes arabes, c'est que la laïcité en Turquie a été imposée par la force, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est que les Turcs n'ont pas réclamé la laïcité, ou ils ne l'ont pas souhaité. Mais c'est quelque chose qui a été imposé par la force durant un siècle, ce qui n'est pas le cas chez nous. Nos régimes arabes militaro-mafieux se sont toujours servis de la religion ou de différents courants religieux pour régner. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous avez aujourd'hui en Algérie les princes du Jumu'ah qui viennent du ministère des Affaires religieuses et qui font la publicité du discours officiel de l'État. Donc, même nos régimes arabes dictatoriaux n'en veulent pas de la laïcité parce qu'ils se servent de la religion et surtout des mosquées pour faire propager leur discours politique. Merci Yahya Mkhriouba. Je reviens à Brahim Younsi, mais pour 1 minute seulement. Brahim Younsi, pour conclure. Je vous entends. Oui. Oui, allô? Oui. Je vous en prie, une conclusion très vite. Oui. Sur la question de la laïcité. En principe, la laïcité, telle qu'elle s'est posée dans les pays occidentaux, et pas tous évidemment, et notamment en France, c'est parce qu'il y a un pouvoir religieux. La monarchie anglaise
britannique, il n'y a pas de laïcité, l'anglicanisme est la religion de l'État. C'est parce qu'il y a un pouvoir religieux, et un pouvoir religieux qui avait créé des États pontificaux. Or, en islam, il n'y a pas de pouvoir, religieux, à l'exception peut-être d'une période où les Mamelouks avaient pris en charge la religion comme pouvoir religieux et temporel. Et c'est la raison pour laquelle je vais peut-être surprendre beaucoup quelqu'un qui passe et qui est certainement l'inspirateur du wahhabisme plus tard et du salafisme, c'est Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah avait théorisé ce que l'on appelle aujourd'hui la laïcité, la séparation de l'État et de la religion. Seulement, il y a dans l'islam, chez les musulmans, il y a la loi. Donc, il y a un travail sur le droit, il y a un travail sur la loi. Qui doit appliquer la loi, comment l'appliquer, quels sont etc. Donc, la laïcité s'adressait fondamentalement, en premier lieu, à un pouvoir religieux, à l'Église. D'ailleurs, on a dit la séparation de l'État et de l'Église, mais on n'a pas séparé l'État et la religion qui demeurent. Merci Brahim Younsi, merci Yahya Mkhioba, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission, mais qui semble vouloir être refaite surtout sur ce thème ô combien interpellant de la laïcité dans nos contrées. Merci beaucoup. Salam alaikum.